Ma mère a ignoré ma remise de diplôme, la qualifiant de cérémonie pour les ratés. Mais quand ils ont découvert mon revenu, tout a changé. Ma mère a appelé. Il faut qu'on parle. Réunion de famille demain. J'ai répondu, trop tard. Bien trop tard. Ma mère. Mon nom est Naomi Mercé. J'ai 32 ans, et il y a 4 ans, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a qualifié ma cérémonie de remise de diplôme universitaire de cérémonie des échecs. Pas un jalon, pas une réussite. Pas le genre de jour où un parent se présente, mais une cérémonie des échecs. Je me souviens encore à quel point elle avait l'air calme en le disant, comme si elle commentait la météo plutôt que de rejeter les années les plus difficiles de ma vie. J'avais travaillé pour ce diplôme sans argent familial, sans soutien familial, et certainement sans fierté familiale. Le jour venu, j'ai traversé cette scène, sachant exactement quel siège serait vide. Et il l'était. Pendant que je recevais mon diplôme, ma mère organisait un après-midi parfaitement orchestré, avec du champagne, des fleurs, et le genre de photos souriantes que les gens publient quand ils veulent que le monde croie que leur famille est impeccable. Elle a ignoré ma remise de diplôme comme si c'était en dessous d'elle, comme si j'étais en dessous d'elle. Je me suis dit que ce jour-là serait la dernière fois que j'attendrais quoi que ce soit d'eux. Et pendant un temps, ce fut le cas. Puis tout a changé. 4 ans plus tard, j'ai bâti quelque chose de moi-même, je l'ai vendu pour plus d'argent que quiconque dans ma famille n'aurait jamais imaginé que je puisse toucher. Et soudain, les mêmes personnes qui n'avaient pas pu épargner 3 heures pour ma remise de diplôme avaient du temps pour moi. Beaucoup de temps. Mon téléphone s'est illuminé avec un numéro que je connaissais par cœur. Sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Elle a dit que nous devions parler. Elle a dit qu'il y aurait une réunion de famille le lendemain. Je lui ai dit, trop tard. Bien trop tard. Mais j'y suis allé quand même. Pas parce que je voulais tourner la page. Pas parce que je voulais des excuses. J'y suis allé parce qu'à ce moment-là, je savais quelque chose qu'il n'aurait jamais cru que je découvrirais. Et ce que j'ai apporté à cette réunion était beaucoup plus dangereux que la preuve qu'ils m'avaient sous-estimé. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand ils ont réalisé que la fille qu'ils avaient rejetée était la seule personne capable de tout ruiner, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Parce que cette histoire ne fait qu'empirer à partir de là. J'avais 7 ans quand ils m'ont envoyé vivre chez ma grand-mère, sur la côte du Maine. Pas de cris, pas de confession dramatique, pas d'explication qu'un enfant aurait pu réellement comprendre. Juste des valises trop bien faites, un trajet en voiture qui semblait trop silencieux, et une phrase polie disant que ce serait le mieux pour tout le monde si je restais avec grand-mère pour un temps. Un temps qui s'est transformé en années. À l'époque, ma famille vivait dans l'une de ces vieilles maisons de Boston qui semblaient magnifiques de l'extérieur et émotionnellement réfrigérées de l'intérieur. Tout était orchestré. Les bonnes écoles, les bons dîners, les bons amis de la famille, les bons sourires sur les bonnes photographies. Ma sœur cadette s'intégrait à ce monde comme si elle avait été conçue pour lui. Elle avait le visage de ma mère, sa douceur, la place de ma mère dans chaque cadre. Pas moi. J'avais les yeux de mon père, sa mâchoire, ses cheveux foncés, et apparemment, bien que je ne le comprenne que bien plus tard, j'avais aussi le pouvoir de rendre ma mère visiblement mal à l'aise, juste en existant dans la même pièce. Ma grand-mère, Margaret Haye, ne m'a jamais empoisonné contre eux. Elle n'en a jamais eu besoin. Elle m'a simplement aimé si complètement que la différence entre l'amour réel et la négligence polie est devenue impossible à manquer. Elle préparait mes déjeuners, m'aidait avec mes devoirs, assistait à tous mes récitals scolaires et applaudissait comme si je me produisais au Carnegie Hall. Même quand je n'étais qu'une fille nerveuse, au dernier rang d'un concert de chorale d'hiver. Pendant que ma famille à Boston construisait une vie sans moi, grand-mère en construisait une autour de moi. J'ai appris très tôt que si je voulais quelque chose, je devrais le gagner moi-même. À 16 ans, je travaillais les week-ends, je demandais des bourses, et je planifiais un avenir qui ne dépendait pas d'un seul dollar Mercé. À 18 ans, j'avais une bourse académique complète et un billet aller simple vers une vie que ma famille n'avait pas aidé à créer. J'ai étudié la science des données et les systèmes de santé, puis j'ai tracé ma voie de la même manière que j'ai construit tout le reste, par la discipline, l'obstination et une promesse privée que personne ne pourrait plus jamais me qualifier de jetable. Ma remise de diplôme aurait dû être le moment où ils ont vu ce que j'avais fait sans eux. Au lieu de cela, ce fut une humiliation de plus que j'ai dû subir en public. J'ai envoyé l'invitation des mois à l'avance. J'ai relancé.
J'ai même baissé mes attentes au point d'espérer le minimum vital. Un message poli, un bouquet, 2 personnes dans le public faisant semblant de s'en soucier. Ce que j'ai eu fut pire que le silence, car le silence au moins peut laisser place au doute. Ma mère a appelé et m'a dit, d'une voix froide qui me donne encore des nausées quand je m'en souviens, qu'elle ne croyait pas qu'il fallait célébrer la médiocrité déguisée en ambition. Puis elle a prononcé les mots que je m'étais déjà répétés 1000 fois à ce moment-là, cérémonie des échecs. Elle a qualifié ma remise de diplôme de cérémonie des échecs. J'ai traversé cette scène quand même. J'ai obtenu mon diplôme avec mention quand même. Et quand j'ai regardé le public, la seule personne debout pour moi, qui pleurait pour moi, fière de moi, c'était ma grand-mère. Plus tard cet après-midi-là, alors que je tenais encore mon diplôme et que j'essayais de ne pas laisser le vide s'ouvrir en public, ma mère a posté des photographies d'un déjeuner dans un jardin à Boston. Verre en cristal, rose d'été, serviette en lin, éclairage parfait, invité parfait, fille parfaite. J'ai enregistré les captures d'écran. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait à l'époque. Peut-être qu'une partie de moi comprenait déjà qu'un jour, j'aurais besoin de la preuve que la cruauté avait été réelle. Une partie de moi pensait qu'après la remise de diplôme, je cesserais enfin d'attendre quoi que ce soit d'eux. Et j'ai presque réussi. J'ai tourné la page. J'ai travaillé. J'ai construit. J'ai transformé chaque once de rejet en élan. Mais le problème avec les familles comme la mienne, c'est qu'elles reviennent toujours quand le succès leur donne quelque chose à revendiquer. À 32 ans, j'avais fait plus que bâtir une carrière. J'avais bâti une entreprise. Ce qui avait commencé comme une petite plateforme d'analyse conçue pour signaler les schémas de facturation hospitalière suspects, a grandi plus vite que je ne l'avais jamais imaginé. Les assureurs la voulaient. Les cabinets de conformité la voulaient. Les réseaux hospitaliers qui avaient autrefois ignoré mes emails voulaient soudain des rendez-vous. Puis une plus grande entreprise est arrivée avec une offre d'acquisition si agressive que j'ai ri la première fois que je l'ai lue. J'ai négocié, signé, et regardé les chiffres atteindre les comptes de mon comptable, des montants si importants qu'ils semblaient presque fictifs. La presse spécialisée s'en est emparée. Mon calendrier de consultation s'est rempli pour l'année à venir. Je gagnais plus d'argent en un mois que ma famille n'avait un jour laissé entendre que je n'en verrais jamais de ma vie. 3 semaines avant que ma mère ne m'appelle avec cette invitation mielleuse à une réunion de famille, ma grand-mère est décédée. Cette phrase me semble encore fausse, même maintenant. Elle avait été le seul endroit de ma vie qui m'ait jamais semblé stable. Et quand elle est partie, le monde est devenu plus silencieux d'une manière que je détestais. Je suis resté après les funérailles pour ranger sa maison, car je ne supportais pas l'idée que des étrangers emballent les pièces qui m'avaient tenu debout. Au fond de son placard de chambre, niché dans un vieux coffre en cèdre, sous des couvertures divers et des lettres nouées de ruban, j'ai trouvé une épaisse enveloppe portant mon nom, écrit de sa main. À l'intérieur, il y avait une photographie de ma mère, dans la vingtaine, se tenant beaucoup trop près d'un homme qui n'était certainement pas mon père. Il y avait un deuxième élément, une note tapée par ma grand-mère, me mettant en garde contre la gentillesse soudaine de membres de la famille, qui avaient passé des décennies à prouver que je ne représentais rien pour eux. Et il y avait une carte de visite d'un détective privé nommé Ethan Cross. Au dos, de la petite écriture soignée de ma grand-mère, elle avait écrit « S'ils reviennent, commence ici ». Ils sont revenus. 48 heures après la publication d'un article sur la vente de mon entreprise dans les médias économiques. Ma mère a appelé, d'une voix presque tendre. Elle n'avait jamais été tendre avec moi de toute ma vie. Elle a demandé comment j'allais. Elle m'a appelé ma chérie. Elle a dit que la famille avait besoin de se reconnecter et que le lendemain, il y aurait une réunion à la maison à Boston. La même maison où ma chambre avait disparu des années auparavant, où chaque photographie sur les murs m'avait appris exactement ma place. J'ai dit, trop tard. Bien trop tard. Puis j'ai raccroché. 10 minutes plus tard, mon père a envoyé un message. Le message était court, formel, et d'une certaine manière encore plus insultant par la neutralité soigneusement étudiée qu'il essayait d'adopter. Il disait qu'il voulait discuter d'honorer l'héritage de ma grand-mère. Pas s'excuser, pas expliquer, mais honorer son héritage. Je savais déjà que c'était une question d'argent avant d'entrer. Je ne savais juste pas encore à quel point le reste était sale. L'après-midi suivant, je suis retourné à Boston pour la première fois depuis des mois. La maison semblait encore plus soignée que dans mes souvenirs. Nouvel aménagement paysager, nouvelle maçonnerie, peinture fraîche.
C'était le genre d'endroit qui murmurait la stabilité, même quand il était bâti sur des mensonges. Ma mère m'a accueilli comme si nous étions proches. Mon père m'a serré la main comme si j'étais un donateur qu'il espérait ne pas perdre. Ma sœur, Camille Mercé, m'a serré dans ses bras avec la prudence maladroite de quelqu'un qui savait qu'elle avait toujours bénéficié de mon exclusion, mais n'avait jamais été forcée de le dire à voix haute. Le déjeuner était servi sur la terrasse, comme si nous avions une réunion civilisée au lieu d'une négociation mise en scène par des gens qui n'avaient jamais passé une journée honnête avec moi. Puis mon père a ouvert un dossier en cuir et l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur, il y avait une proposition entièrement conçue pour quelque chose appelé la Fondation Héritage Mercé. Selon eux, elle honorerait ma grand-mère en soutenant des étudiants négligés issus de foyers brisés. Elle utilisait tous les bons mots, opportunité, dignité, accès à l'éducation, résilience. Ma grand-mère aurait adoré la mission. C'est la première chose qui m'a dégoûté, car avant même d'arriver aux chiffres, avant même de voir qui était désignée comme directrice exécutive, je savais qu'ils utilisaient son nom comme appât. Camille était salariée. Ma mère avait une allocation de consultation. 2 fournisseurs externes étaient listés à des taux suffisamment élevés pour me faire plisser les yeux. Le budget de lancement était gonflé. La structure de supervision était faible. Et au bas de la dernière page, il y avait le montant qu'ils voulaient de moi, 300 000 $, en tant que contribution familiale fondatrice. Ma mère a tendu la main sur la table et a posé légèrement la sienne sur la mienne, comme si elle m'avait jamais réconforté un seul jour de sa vie. Elle a dit, « Nous savons à quel point tu as réussi, Naomi. Nous pensions que cela pourrait enfin nous réunir en famille. » C'est là que j'ai compris la véritable insulte. Ils ne sont pas revenus parce qu'ils m'aimaient. Ils sont revenus parce que j'étais devenu utile. J'ai souri. J'ai acquiescé. Je leur ai dit que je reverrais tout attentivement. Puis je suis retourné dans le Maine, j'ai sorti la carte que ma grand-mère m'avait laissée, et j'ai appelé Ethan Cross avant le coucher du soleil. Ethan Cross ne gaspillait pas les mots. Il m'a rencontré à Portland le lendemain matin, a examiné tous les documents de la proposition de fondation, et a dit, « Si votre instinct vous dit déjà que ça pue, il est probablement conservateur. » C'était le début. Pendant qu'Ethan s'occupait du côté familial, je me suis occupé du côté financier moi-même. L'avantage de bâtir une entreprise autour de la détection de la fraude, c'est qu'après un certain temps, on cesse d'entendre des excuses et on commence à entendre des schémas. La fondation proposée était enregistrée légalement, ce qui signifiait qu'il n'était pas assez stupide pour monter quelque chose d'absurdement faux. C'était presque pire. Elle avait de vrais papiers, une vraie demande de subvention en cours, un vrai compte bancaire, une image de marque, un calendrier de lancement, et toute la légitimité visuelle que l'argent peut acheter. Mais quand j'ai commencé à retracer les fournisseurs, les choses se sont tordues de manière qui aurait dû être droite. Une société de conseil stratégique liée à une vieille amie de ma mère n'avait pas de véritable historique. Une agence de marketing avait un site internet soigné, mais pas de portefeuille substantiel, et une adresse menant à un espace de bureau partagé, utilisé par des dizaines d'entités écrans. La rémunération de Camille était obscène, pour une fondation qui n'avait pas encore aidé une seule personne vivante. Chaque page semblait propre, jusqu'à ce que l'on comprenne à quoi ressemble réellement une fraude propre. Elle n'est jamais bâclée au début. Elle est élégante, soucieuse des impôts, manipulatrice émotionnellement, et habillée d'un langage de mission. Une semaine après le début de l'examen, Ethan a appelé et m'a dit qu'il avait quelque chose que je devais voir en personne. Je suis descendu et l'ai rencontré dans son bureau, où il m'a remis un dossier contenant des copies de photographies d'archives, un ancien programme de galerie, et un nom qui a fait revivre tout ce qui se trouvait dans l'enveloppe de ma grand-mère. Adrien Val, l'homme sur la photo avec ma mère. Il avait été un photographe d'architecture bien connu à Boston, au début des années 90, magnétique, talentueux, financièrement instable, et, selon 2 personnes interviewées par Ethan, profondément impliqué avec ma mère avant son mariage. Il y avait eu des rumeurs à l'époque, rien de prouvable, rien de public, juste assez de fumée pour rendre ma grand-mère méfiante 30 ans plus tard. Ethan a également découvert autre chose. Mes parents n'avaient pas soudainement manifesté un intérêt à se reconnecter par sentiment. Ils étaient sous pression. La maison avait été refinancée 2 fois. Il y avait des dettes privées. Mon père approchait de la fin d'une position lucrative, avec moins d'options devant lui que les apparences ne le suggéraient. La fondation n'était pas seulement de la cupidité. C'était une bouée de sauvetage qu'il prévoyait de remplir avec mon argent.
Pourtant, rien de tout cela n'expliquait pourquoi j'avais été envoyé à 7 ans, tandis que Camille était adorée en plein jour. Cette pièce est venue ensuite. J'ai organisé un test ADN légal privé, par l'intermédiaire d'un laboratoire spécialisé dans la collecte de la chaîne de possession. J'ai donné mon propre échantillon volontairement. Obtenir celui de mon père fut plus facile qu'il n'aurait dû l'être. Il m'avait tendu une tasse de café pendant le déjeuner, la semaine précédente. Et contrairement à ma famille, j'avais toujours fait attention quand quelque chose comptait. L'échantillon de Camille a demandé plus d'efforts. Une brosse à cheveux conservée, provenant de la maison familiale, récupérée lors d'une deuxième visite, après que ma mère ait insisté pour que je passe discuter de la stratégie des donateurs. L'échantillon de comparaison d'Adrien Val provenait d'une référence médico-légale scellée, préparée avant sa mort, et détenue par un avocat qu'Ethan a localisé grâce au dépôt de succession. L'attente a failli briser ma concentration. J'ai continué à travailler. J'ai continué à examiner les budgets prévisionnels et les dossiers de donateurs. J'ai continué à répondre aux SMS soudainement affectueux de ma mère par des réponses neutres d'une phrase. Et puis le laboratoire a envoyé les résultats. Je les ai ouverts seul dans la cuisine de ma grand-mère, les deux mains posées à plat sur la table, car quelque chose en moi savait déjà que le sol allait se dérober. Mon père était mon père biologique. Il n'y avait aucune ambiguïté. Camille n'était pas sa fille biologique. Camille correspondait à Adrien Val. J'ai lu 3 fois. Puis je suis restée assise, en silence total, tandis que chaque souvenir que j'avais essayé d'expliquer par un simple favoritisme se réorganisait en quelque chose de plus laid et de plus précis. Ma mère ne m'avait pas rejeté parce que je la décevais. Elle me rejetait parce que j'étais la preuve de la vie qu'elle avait réellement choisie. Mon père n'avait pas manqué de me protéger parce qu'il ne savait pas mieux. Il a échoué parce qu'il savait exactement ce qui se passait et a quand même choisi la version de la famille qui préservait son mariage et son image intacte. Camille avait été le centre choyé du foyer parce qu'elle représentait la loyauté cachée de ma mère, la vie qu'elle avait aimée avant le mariage qu'elle jouait. Et j'avais été envoyé dès que j'avais commencé à ressembler trop à l'homme qui rendait le mensonge plus difficile à maintenir. Quand j'avais 7 ans, j'avais posé une simple question au petit déjeuner, pourquoi je ressemble exactement à papa, mais Camille ne ressemble à aucun de vous deux. Je me suis souvenu de la façon dont le visage de ma mère avait changé. Je me suis souvenu à quel point la maison était silencieuse cette nuit-là. Je me suis souvenu de ma valise qui apparaissait le lendemain matin. Pendant des années, j'ai pensé que ce souvenir était trop dramatique pour être fiable. Maintenant, il prenait tout son sens. Je n'ai pas été retiré parce que j'étais difficile. J'ai été retiré parce que j'étais observatrice. Au même moment, les preuves concernant la fondation ne cessaient d'empirer. J'ai trouvé des projections gonflées, un langage de préapprobation pour la gouvernance du conseil d'administration qui aurait permis que la discrétion des dépenses reste entièrement au sein de la famille. Et des documents de communication personnelle déjà rédigés pour me présenter comme une force fondatrice, que je l'approuve ou non. Puis Ethan a découvert un autre fil. Une petite publication spécialisée avait reçu des informations de fond, me décrivant comme froide, instable et avide, en prévision d'une éventuelle hésitation des donateurs. Ma mère préparait une histoire de secours. Si je refusais de financer leur stratagème, ils diraient au monde que j'étais une fille amère, sapant un effort caritatif créé au nom de ma grand-mère. C'est à ce moment-là que tout a basculé de l'insulte à la guerre. J'ai d'abord refusé la deuxième réunion, alors ma mère a intensifié la pression. Elle a envoyé des fleurs chez moi, dans le Maine, avec un mot sur la guérison familiale. Mon père a appelé pour dire qu'il craignait que j'aie mal compris le but de la fondation. Camille m'a envoyé un SMS tard dans la nuit, disant « Grand-mère aurait voulu que nous soyons unis ». La chorégraphie émotionnelle était si délibérée qu'elle aurait presque été impressionnante si elle n'avait pas été aussi transparente. Je leur ai dit que j'avais besoin de documents financiers supplémentaires avant de débloquer le moindre dollar. Ma mère a répondu dans les 5 minutes, me demandant pourquoi je rendais tout difficile. Difficile ? Ce mot m'a fait rire aux éclats dans ma cuisine. Les familles comme la mienne appellent toujours la responsabilité difficile, alors qu'en réalité, elles veulent dire incommode. J'ai demandé des contrats, des ventilations des fournisseurs, des justifications de salaire, des politiques de remboursement, et des projets de statut reflétant une véritable supervision indépendante. Ce qui est revenu n'a fait qu'empirer les choses. Les documents étaient incomplets. Les dates étaient incohérentes. Les postes budgétaires ne correspondaient pas.
Les dépenses de l'événement de lancement étaient déjà gonflées, et il y avait des signes que l'intérêt des donateurs avait été exagéré, pour me pousser à agir rapidement. Je leur ai dit que je ne débloquerais aucun fonds avant qu'un examen médico-légal externe ne soit terminé. C'est là que les masques sont tombés. Ma mère m'a traité d'ingrate. Mon père a dit que j'embarrassais la famille. Camille m'a accusé de tout ramener à de vieilles blessures au lieu de l'avenir. J'ai enregistré chaque appel. J'ai gardé chaque email. J'ai sauvegardé chaque message vocal. Puis l'article est sorti. Il ne me nommait pas criminel. Les gens riches et socialement éduqués sont généralement trop raffinés pour cela. Au lieu de cela, ils me présentaient comme une fondatrice brillante mais volatile, dont l'instabilité personnelle avait compliqué une initiative caritative familiale. Il insinuait que j'étais devenu obsédé par les questions d'héritage. Il suggérait que mon jugement pourrait être compromis par un ressentiment non résolu. C'était juste assez subtil pour paraître respectable et juste assez vicieux pour faire des dégâts. Dans les 72 heures, 2 conversations de consultation sont tombées à l'eau. Un système de santé que j'avais conseillé a demandé de reporter la finalisation du contrat en attendant une révision interne. Un autre client a discrètement réduit mon implication dans un projet de conformité, d'une valeur de près de 2 millions de dollars sur l'année à venir. Personne n'a dit que l'article était la raison. Personne n'a eu besoin de le faire. Les dommages à la réputation, chez les professionnels aisés, n'arrivent que rarement avec une confession. Ils arrivent sous forme d'hésitation, de distance et d'une perte soudaine d'enthousiasme de la part de personnes qui étaient ravies de vous connaître la semaine dernière. Puis les choses ont empiré. Une série de mails a commencé à circuler, prétendument provenant d'une adresse suffisamment proche de la mienne pour tromper quiconque y jetterait un coup d'œil rapide. Les messages sous-entendaient que j'avais menacé d'exposer des affaires familiales privées, à moins que certains arrangements financiers ne soient conclus. Le langage était maladroit, mélodramatique, et ne ressemblait en rien à ce que j'aurais pu écrire. Mais cela n'avait pas d'importance au début. Ce qui importait, c'est qu'ils aient existé assez longtemps pour être montrés, transférés, murmurés, et mentionnés dans des conversations où je n'étais pas là pour corriger. Mon avocate, Dana Whitlock, est entrée en scène après le deuxième problème client, a jeté un œil aux documents et a dit « Ce n'est plus un conflit familial. C'est de la fraude, de la diffamation et des preuves fabriquées. » Dana était exactement le genre d'avocate que l'on veut quand les gens confondent votre calme avec de la faiblesse. Aiguë, non sentimentale et presque offensante de compétence. Elle m'a fait arrêter de m'engager directement, sauf si nécessaire, tout acheminer par des canaux sécurisés et commencer à constituer un dossier de litige si approfondi qu'il pourrait résister à l'examen public. Pendant qu'elle travaillait sur le plan juridique, Ethan continuait de creuser. Le faux domaine de mail était lié à un service acheté via un compte tiers connecté à quelqu'un dans l'orbite de ma mère, un soi-disant consultant en relations publiques qui avait travaillé avec elle sur des dîners de collecte de fonds pour des musées. Il avait discrètement placé des points de discussion en arrière-plan, dans une petite publication après l'autre. Ma mère n'improvisait pas. Elle menait une stratégie de confinement de réputation contre sa propre fille. Le pire, c'est que cela a juste assez fonctionné pour faire mal. Un de mes plus gros renouvellements de contrat a calé. Une invitation à siéger au conseil d'administration a disparu. Une apparition que j'avais acceptée verbalement est devenue soudainement indisponible, en raison de changements de calendrier qui n'ont dupé personne. La perte financière directe a dépassé 2 millions de dollars en travail prévu en un mois. Je voulais crier. Je voulais retourner à Boston et leur jeter le rapport ADN à la figure, juste pour voir la pièce prendre feu. Mais la colère est coûteuse quand l'autre partie espère que vous devenez imprudent. J'ai donc fait le contraire. Je suis devenu plus froide. J'ai tout catalogué. Chaque article, chaque capture d'écran modifiée, chaque détail d'expéditeur suspect, chaque contradiction entre leur langage public de bienfaisance et leur comportement financier privé. Puis Dana a découvert l'erreur qui finirait par briser ma mère complètement. Dans un dossier préparé pour me menacer d'action en justice, ils ont joint des copies des faux emails comme s'il s'agissait de preuves authentiques de coercition. Ils n'ont pas seulement fait circuler des mensonges en privé. Ils ont soumis des documents manipulés dans un contexte où un examen médico-légal pouvait les détruire. Ma mère, dans sa panique, avait fait ce que les gens arrogants font souvent quand ils ont gagné trop longtemps. Elle a supposé que sa performance tiendrait à l'examen. Elle a oublié à qui elle avait affaire. J'avais construit toute ma vie d'adulte autour de l'examen de ce que les autres espéraient que personne ne regarderait de près. À ce moment-là,
j'avais perdu de l'argent, des contrats, et le dernier lambeau d'illusion que tout conflit familial puisse encore être résolu discrètement. Cela a mis fin à ma dernière hésitation. J'ai dit à Dana de tout déposer. Pas une partie, pas la version édulcorée, tout. L'audience préliminaire a eu lieu un matin gris à Boston, bien qu'au moment où j'ai pénétré dans le palais de justice, je me sentais étrangement calme, non pas paisible, non pas guéri, juste débarrassé de la peur. Ma mère était là, en soie marine, aussi élégante que jamais, comme si un bon tailleur pouvait encore la sauver. Mon père avait l'air de 20 ans de plus que lorsque je l'avais vu déjeuner sur la terrasse. Camille était assise, rigide entre eux, essayant de paraître sereine et échouant chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil de mon côté de la pièce et voyait les classeurs empilés devant Dana. L'audience était censée se concentrer sur les réclamations civiles. Abus de la fondation, diffamation, préjudice financier. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où toute leur mythologie s'est effondrée en public. Dana a commencé par l'argent, car l'argent est l'endroit où les gens comme mes parents s'imaginent toujours être le plus en sécurité. Elle a exposé la structure de la fondation, la rémunération personnelle, les relations avec les fournisseurs, les paiements de consultation aux initiés, les dépenses de prélancement sans aucun résultat caritatif, et la fausse représentation utilisée pour exploiter mon nom et ma réputation. Le juge a posé des questions simples d'un ton si calme que les réponses semblaient encore plus faibles. Combien de bourses avaient été attribuées? Aucune. Combien de bénéficiaires avaient été servis? Aucun. Pourquoi la rémunération des cadres avait-elle commencé avant l'existence des programmes? Aucune réponse cohérente. Pourquoi un ami d'affaires d'un membre de la famille avait-il reçu une allocation de conseil stratégique bien supérieure au tarif standard des jeunes organisations à but non lucratif? Encore une fois, aucune réponse cohérente. L'avocat de ma mère a tenté de présenter cela comme une mauvaise gestion lors d'un lancement précipité. Puis Dana est passée aux communications falsifiées. Elle ne l'a pas dramatisé. Elle n'en avait pas besoin. Elle a soumis des rapports de métadonnées, des chemins d'enregistrement de domaine, des traces de serveurs, des chevauchements temporels, des comparaisons de modèles linguistiques et un résumé médico-légal numérique. Reliant les emails fabriqués à des comptes et des appareils originaires de l'orbite de l'opération de ma mère. La salle d'audience est devenue si silencieuse que j'entendais quelqu'un bouger des papiers 3 rangs derrière. Le visage de ma mère a changé alors, non pas en honte, mais en panique. Une vraie panique, celle qui fait cligner trop souvent les yeux et serrer trop fort la mâchoire, parce qu'on sent le contrôle quitter son corps en temps réel. Le juge a demandé si la défense souhaitait contester l'analyse d'authenticité. Leur avocat a demandé une brève pause. Il savait déjà qu'il se tenait sur un sol qui s'effondrait, mais Dana n'avait pas fini. Elle a demandé la permission de présenter des preuves pertinentes concernant le mobile, le mode opératoire et une tromperie familiale de longue date, directement liée à la fraude actuelle. Le juge l'a autorisé. C'est alors que les rapports ADN sont entrés au dossier. Même maintenant, si je ferme les yeux, je peux encore voir exactement comment chaque personne a réagi. Mon père n'a pas semblé surpris. Il a semblé vaincu. C'était en quelque sorte pire. Ma mère avait l'air d'avoir été frappée physiquement. Camille a fixé la page projetée une seconde de trop avant que tout son corps ne se raidisse. Dana a lu le résumé clairement. J'étais la fille biologique de Charles Mercé. Camille Mercé ne l'était pas. Camille correspondait à Adrien Val, l'ancien partenaire que ma mère avait enterré sous 30 ans de façade sociale. Personne n'a parlé au début. Puis Camille s'est tournée vers mon père si lentement que cela semblait irréel, et a posé une question d'une voix que je reconnaissais à peine, « Tu savais ?» Ce n'était pas vraiment une question. Mon père a baissé les yeux et a fait le plus petit hochement de tête que j'ai jamais vu détruire un être humain. Camille a ensuite regardé ma mère. L'expression sur son visage n'était pas seulement de la rage. C'était un effondrement. L'identité est une chose étrange. Les gens pensent qu'elle réside dans les registres, le sang et les noms. Ce que j'ai vu quitter le visage de ma sœur ce jour-là, ce n'était pas seulement la certitude concernant son père. C'était la certitude concernant toute sa vie. Ma mère a tenté d'interrompre. Puis elle a dit que le test était hors de propos. Elle a dit que c'était une attaque contre la famille. Elle a dit que je n'avais pas le droit. Dana a coupé court et a rappelé à la cour que la défense avait déjà présenté des communications fabriquées en lien avec leur position selon laquelle la fraude à la fondation et la campagne de diffamation étaient clairement liées à un schéma de dissimulation et de manipulation vieux de plusieurs
décennies, et que le mobile comptait. Le juge a acquiescé. Puis le coup de grâce est tombé. Car en essayant de soutenir l'histoire d'extorsion, ma mère avait utilisé des documents falsifiés dans un contexte judiciaire où l'authenticité était légalement pertinente. Le juge a renvoyé l'affaire pour examen pénal sur le champ et a demandé que le procureur soit avisé, concernant d'éventuels faux témoignages et la soumission frauduleuse de preuves. L'avocat de ma mère a demandé du temps. Le juge ne lui en a presque pas donné. À ce moment-là, l'audience avait dépassé la question de savoir si la fondation avait été mal gérée. C'était devenu une question de tromperie intentionnelle. Camille est sortie avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Mon père est resté assis comme un homme qui avait finalement découvert que la lâcheté aggravait les intérêts. Ma mère s'est levée pour protester à nouveau, mais sa voix tremblait si fort que même elle a semblé entendre ce que cela donnait. Il y a un moment où certaines personnes réalisent que le charme ne fonctionnera plus. J'ai vu cette réalisation se produire sur le visage de ma mère, tandis que 2 officiers s'approchaient après l'audience pour parler avec l'avocat du renvoi. Elle n'a pas été traînée dehors en hurlant. La réalité est souvent plus cruelle que cela. Elle a simplement perdu de l'altitude d'un seul coup. L'aplomb, la certitude, le vernis social, la confiance de toute une vie, qu'elle pouvait réorganiser la vérité en la jouant, tout a disparu. Mon père a essayé de venir vers moi dans le couloir. Je ne l'ai pas laissé faire. Camille était introuvable. Dana se tenait à mes côtés, à examiner les prochaines étapes d'une voix si pragmatique qu'elle m'a empêché de sombrer dans le choc, et à prononcer les mots que j'attendais d'entendre depuis des années, sous une forme ou une autre, ils ne peuvent plus contrôler ça. Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, ils ne pouvaient plus réécrire ce qui s'était passé. Ils ne pouvaient plus m'exclure de la pièce où la vérité était prononcée. Ils ne pouvaient plus faire de moi la fille difficile, la fondatrice instable, l'étrangère amère, le problème familial. Ils avaient construit un mensonge si soigneusement qu'ils avaient oublié une chose. Les mensonges s'effondrent le plus durement lorsque la personne forcée de vivre sous eux cesse enfin de protéger les autres du bruit. Dans les mois qui suivirent, les conséquences arrivèrent comme toujours dans les familles riches, pas d'un seul coup, mais implacablement. Ma mère plaida coupable une fois que le dossier médico-légal devint impossible à éviter. Entre l'activité frauduleuse de la fondation, les faux rapports et l'utilisation de documents fabriqués dans le processus judiciaire, ses avocats négocièrent âprement et échouèrent tout de même à la sauver de la seule chose qu'elle avait crue, toute sa vie, n'arrivait qu'aux autres. La disgrâce publique avec une permanence juridique. Elle fut condamnée à 5 ans. Mon père prit sa retraite anticipée avant que le conseil d'administration de son entreprise ne puisse prendre la décision pour lui. La déclaration officielle disait qu'il se retirait pour se concentrer sur des affaires personnelles, ce qui est le genre de langage froid que les institutions utilisent lorsque tout le monde sait que le scandale est la vraie cause. Mais personne ne veut le dire avec des noms. Le monde social qu'ils avaient construit pendant des décennies s'est évaporé plus vite que je ne pensais même qu'ils le méritaient. Les invitations ont cessé. Les sièges de comité ont disparu. Les gens qui avaient autrefois loué l'élégance de ma mère et le jugement de mon père ont développé une loyauté soudaine envers la distance. Cette partie ne m'a pas surprise. Les cercles bâtis sur l'image ne punissent jamais la corruption parce qu'elle est immorale. Ils la punissent parce qu'elle est embarrassante. Camille a disparu un certain temps. Quand j'ai enfin appris où elle était allée, ce fut par Dana, qui l'avait appris par l'un des nombreux canaux légaux qui commencent à s'ouvrir quand les familles commencent à se diviser en public. Elle avait quitté le Massachusetts, cessé d'utiliser le nom Mercé en société, et loué un petit appartement à Portland sous le nom de Camille Val. Je ne savais pas ce que je ressentais en l'apprenant. Pitié, peut-être, colère, et aussi, une forme de reconnaissance. Elle avait passé toute sa vie à occuper la place qui m'avait été refusée, mais elle avait aussi été construite sur la même malhonnêteté qui avait vidé le reste de la famille. Nous n'étions pas des victimes égales. Je ne mentirai jamais en prétendant cela. Mais elle n'a pas été épargnée par ce que nos parents avaient fait non plus. Mon père m'a contacté une fois après l'audience et m'a dit qu'il y avait toujours eu un fonds à mon nom, créé des années auparavant. 1,2 million de dollars protégés, intouchés, en attente. Je l'ai écouté en silence, tandis qu'il essayait, dans le langage du regret tardif, de l'offrir comme preuve qu'il m'avait aimé de la seule manière lâche qu'il connaissait. Je n'ai pas crié. À ce moment-là, la rage était devenue un cadeau trop évident à lui offrir. Je lui ai simplement dit la vérité, l'argent caché pendant des décennies n'est pas la même chose que de se montrer. Puis j'ai raccroché.
Quand le fonds a mûri et que les fonds du règlement ont été versés, j'ai pris la première décision qui me semblait vraiment pure. J'ai transformé le nom de ma grand-mère en quelque chose que personne dans ma famille ne pouvait empoisonner. J'ai fondé la fondation Margaret Ayel et structurée de la manière dont la fondation Héritage Mercé n'avait fait que prétendre être structurée. Conseil d'administration indépendant, gouvernance transparente, audit externe, pas de nomination familiale, pas de salaire de vanité, pas de manipulation émotionnelle déguisée en mission. Nous avons financé des bourses d'études complètes pour des étudiants issus de familles brisées. Des enfants brillants mais négligés, très performants mais sans soutien, le genre d'enfants qui avaient appris trop tôt que l'amour et la fiabilité ne sont pas synonymes. J'ai ajouté une allocation de santé mentale à chaque récompense, car l'éducation change un avenir, mais la guérison change la personne qui doit y vivre. La construction de la fondation n'a rien effacé, mais elle a donné à ma colère une direction qui ne me rongeait pas de l'intérieur. J'ai aussi bâti autre chose, bien que cela ait pris plus de temps et ait eu plus d'importance, une famille choisie. Mon thérapeute est devenu l'un des premiers témoins sûrs de ma vie. Quelqu'un qui ne m'a jamais demandé d'être plus indulgente qu'honnête. Quelques amis sont devenus des personnes que je pouvais appeler sans d'abord me modifier pour être plus facile à porter. Des bénévoles, des membres du conseil d'administration, et plus tard certains de nos étudiants boursiers, sont devenus des rappels que la connexion est très différente lorsque personne ne mesure votre valeur à ce que vous pouvez faire pour eux. C'était la partie la plus étrange de la guérison. Pas l'absence de douleur, mais l'absence de performance. Je n'avais plus besoin d'être exceptionnel pour mériter une place. Je n'avais plus besoin de réussir assez bruyamment pour être remarqué. Je n'avais plus besoin de me demander si être aimé me serait retiré dès que je deviendrais gênante. 1 an après l'audience, ma mère était en prison. Mon père était seul dans une maison plus petite, sa réputation réduite à ce qu'il en restait après que l'image eut cessé de faire le travail. Et Camille se reconstruisait avec un nouveau nom de famille et une vie qu'aucun de nous n'avait été élevé à respecter. Quant à moi, je vivais sur la côte du Maine, dans la maison où ma grand-mère m'avait appris à quoi ressemblait le fait d'être choisi. Certaines nuits, je m'asseyais encore dans sa cuisine et pensais à la petite fille que j'avais été à 7 ans, essayant de comprendre pourquoi une simple question sur les visages avait changé toute sa vie. J'aimerais pouvoir le lui dire plus tôt. J'aimerais pouvoir lui dire que les adultes autour d'elle n'étaient pas puissants parce qu'ils avaient raison. Ils étaient puissants parce qu'elle était petite et qu'ils étaient prêts à utiliser cela contre elle. J'aimerais pouvoir lui dire qu'un jour, elle cesserait de confondre leur rejet avec sa valeur. C'est peut-être la chose la plus importante que j'ai apprise à travers tout cela. La famille, ce ne sont pas les gens qui partagent votre sang, puis instrumentalisent votre silence. La famille, ce sont les gens qui se présentent sans demander si vous avez réussi assez pour mériter de la tendresse. Votre valeur n'est pas créée par l'approbation parentale. Elle ne l'a jamais été. Les parents peuvent échouer complètement avec leurs enfants et rester parents sur le papier. Cela ne leur donne pas raison. Cela ne rend pas l'enfant difficile à aimer. Cela rend les parents limités, endommagés, égoïstes, effrayés ou moralement faibles. La vérité n'a pas seulement exposé ma famille. Elle m'a libéré de l'histoire qu'ils m'avaient assignée à l'intérieur de celle-ci. Pendant des années, j'ai été la fille qu'ils ont ignorée, celle qui a été envoyée, celle qui était censée accepter cette exclusion en silence, puis être reconnaissante quand ils revenaient pour avoir accès à mon succès. Mais la vérité a changé la géométrie de tout. Je n'étais pas la fille indésirable. J'étais le témoin gênant. J'étais la preuve qu'ils ne pouvaient pas garder dans la maison sans risquer ce qu'ils avaient construit. Et une fois que j'ai compris cela, la honte a cessé de s'accrocher à moi, de la manière dont ils l'avaient toujours voulu. C'est la leçon éducative enfouie dans chaque histoire de vengeance, que les gens aiment réduire à du drame. Le silence protège l'architecture de l'abus. La vérité la réorganise. La responsabilité n'est pas de la cruauté. Les limites ne sont pas de l'amertume. S'éloigner des personnes qui vous ont maintes fois fait défaut n'est pas de l'égoïsme. C'est parfois le premier acte honnête de respect de soi dans une vie construite autour de la survie à leur malhonnêteté. Et si vous pouvez faire mieux encore, si vous pouvez prendre ce qu'ils ont essayé de briser en vous et le transformer en abri pour quelqu'un d'autre, alors ce n'est pas seulement de la vengeance. C'est une transformation. C'est ainsi que vous vous assurez que la douleur s'arrête avec vous, au lieu de devenir un héritage. Je n'ai jamais eu la cérémonie de remise des diplômes que je méritais. Je n'ai jamais eu de parents qui me regardaient avec une fierté simple. Je n'ai jamais eu une enfance épargnée par la comparaison, le secret et l'exil émotionnel.
Mais j'ai eu ceci. J'ai eu la vérité. J'ai retrouvé mon nom à mes propres conditions. J'ai eu une vie qui ne s'incline plus à attendre d'être choisie par des gens qui avaient déjà pris leurs décisions. Et j'ai pu construire quelque chose que ma grand-mère aurait immédiatement reconnu comme de l'amour véritable, une aide qui arrive sans humiliation. Un soutien qui n'exige pas de performance et une preuve, pour les enfants négligés, que quelqu'un les voit avant que le monde ne leur apprenne à disparaître. Cela, au final, a compté plus que de voir ma mère perdre sa liberté ou mon père perdre son statut. Bien que je mentirais si je disais que ces conséquences n'étaient pas méritées. La fin la plus satisfaisante n'a pas été leur effondrement. Ce fut mon refus de m'effondrer avec eux. Ce fut de devenir le lieu sur dont j'avais autrefois besoin. Ce fut d'apprendre qu'être invisible dans sa propre maison n'est pas un verdict sur votre capacité à être aimé. C'est un verdict sur les personnes qui ont fait qu'un enfant gagne ce qui aurait dû être donné librement. Et si vous avez déjà ressenti ce genre d'invisibilité, si vous avez déjà été traité comme si votre douleur était gênante ou si votre succès n'était intéressant que lorsqu'il devenait utile à quelqu'un d'autre. Je veux que vous entendiez ceci clairement, leur incapacité à vous aimer correctement n'a jamais été la preuve que vous étiez indigne. C'était toujours la preuve de leurs limites. Vous ne leur devez pas votre silence. Vous ne leur devez pas votre avenir. Ce que vous vous devez, c'est la vie que votre jeune vous aurait ressentie en sécurité.